Je m'appelle Hélène Marot, j'ai 63 ans et depuis 43 jours exactement, je marche dans une maison qui sonne creux. Les bruits y ont changé de poids. La charnière de la porte d'entrée grince plus fort, la bouilloire clique plus sec, l'escalier soupire sous mon pas comme s'il n'attendait plus personne. Le matin où je suis allée au cimetière pour ôter les fleurs fanées, j'ai glissé la main dans la poche intérieure de la veste de chasse de Jean. J'y ai trouvé un petit pli brun, épais de silence et une clé minuscule collée à l'intérieur par un morceau de ruban adhésif. 3 mots avaient été tracés d'une écriture que je connaissais trop bien. N'y retourne pas. Il parlait de la Borie des chênes. La ferme. Le bout de terre qu'il m'avait toujours défendu d'approcher sous un prétexte qui n'a jamais changé. C'est vieux, c'est dangereux, il n'y a rien à voir. À Montauban, nos dimanches avaient leur rituel. Le marché, le poulet rôti, un café trop serré sur la terrasse qui prend le vent de la plaine. La Borie n'en faisait jamais partie. Jean la tenait à distance, comme on tient son propre passé au frais, pour qu'il ne sente pas trop fort. À l'enterrement, ses frères, Gérard, l'aîné bavard, et Luc, l'autre, le silencieux qui compte, ont parlé de tout, sauf de la ferme. C'est dans ce silence-là que j'ai compris que je devais y aller. J'ai attendu que l'aube blanchisse la rocade. J'ai roulé jusqu'à ce chemin de terre qui s'échappe des champs de tournesol, là où les chênes font des taches rondes sur la poussière. La Borie des chênes s'est levée devant moi comme une photo qu'on aurait oubliée au fond d'un tiroir. Un pigeonnier à tuiles, la maison basse au crépi fendillé, un hangar dont la tôle ondulée a perdu la mémoire de sa couleur. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur, et le chant des oiseaux a remué quelque chose en moi que je n'avais pas prévu. Une fatigue ancienne, installée, l'envie d'en finir avec les secrets qu'on vous sert comme on sert un digestif, à petite gorgée amère, tard le soir, quand on n'a plus le courage de dire non. La première clé, la mienne, celle du trousseau, a ouvert sans résistance. La maison sentait la poussière propre, ces maisons qu'on ferme longtemps, mais qu'on n'abandonne pas vraiment. Dans la cuisine, j'ai reconnu la manie de Jean. Bocaux étiquetés, alignement de clous et de rondelles dans des boîtes de biscuits, carnet à la couverture noire dans le tiroir du buffet. Sur la table, un torchon plié net, un verre retourné. Rien ne s'était envolé. À main gauche, une porte étroite donnait sur un cellier. Elle était fermée par un petit cadenas. J'ai serré entre 2 doigts la clé trouvée dans la veste. Elle a tourné sans un son, docile, presque trop facilement. Le cellier était court, fraîcheur de cave. Sous l'évier ancien, une planche s'ouvrait sur un logement, en tôle, un coffre métallique, plus fonctionnel que mystérieux. J'y ai trouvé un badge plastifié frappé du nom d'une banque de Montauban, le numéro d'un coffre, un plan cadastral en plusieurs feuillets, une photocopie jaunie d'un acte de constitution de société civile immobilière. C. La Borie. La date m'a giflé, 19 ans, c'est-à-dire tout le temps de notre vie commune et un peu plus. Mon nom n'y figurait pas. Celui de Jean, oui, en tant que gérant. J'ai refermé, replacé le plan, le badge et le battant, puis je suis resté là, au milieu de la pièce, à écouter mon propre souffle. Les secrets ont leur logique. Ils ne protègent jamais que celui qui les enfouit, et ils finissent toujours par vous mettre au monde une seconde fois, mais plus lasse. J'ai voulu m'asseoir. Je me suis posée sur la première marche. Une araignée courait au long d'un fil qui tremblait à peine. Jean avait donc monté une SCI, ici, autour de cette maison qu'il me dissuadait de voir. Pourquoi n'avais-je jamais insisté? Par paresse, peut-être. Par amour, sûrement. C'est ainsi qu'on laisse aux hommes des chambres dont on garde la porte mais pas la clé. J'ai fait le tour. Dans la chambre, un lit de fer nu, 2 couvertures roulées, une armoire qui sentait le bois et la naphtaline. Dans le bureau, car il y avait un bureau minuscule, une lampe articulée, un porte-stylo minusculement rangé, un calendrier arrêté au mois d'août griffonné d'initiales et Monsieur Art, EM. J'ai reconnu l'écriture, sa raideur d'ancien comptable, sa manière de retenir les pleins. Et c'était sans doute Étienne Lagrolet, le métayer des années de sécheresse, celui qui passait encore parfois au marché me saluait de loin, chapeau dans les mains. Monsieur Art, qui d'autre que maître Arnal, notaire depuis toujours de la famille. EM. Je n'ai pas su sur le moment, je n'aimais pas ce jeu des devinettes. Les initiales ont la malice de vous laisser croire que vous avez presque compris.
Je suis ressortie et j'ai regardé le ciel. Il promettait une journée claire avec ces nuages bas qui se défont au fil des heures. J'ai refermé, remis le cadenas, accroché la clé à l'anneau de mon trousseau. Sur le pas de la porte, j'ai touché le montant de bois, usé par des mains plus anciennes que les miennes. Il m'a semblé que Jean me parlait depuis cette usure même, une voix qui n'était plus une voix. N'y retourne pas. La phrase s'est retournée comme un gant. Peut-être m'avait-il écrit pour m'interdire d'y revenir, parce qu'il savait que si je passais cette porte, je n'accepterais plus d'être la femme seulement veuve, docile, rassise dans l'appartement de la place nationale. Les morts ont l'art de vous donner des ordres qu'ils n'ont pas eu le courage de prononcer vivants. J'ai choisi d'obéir à l'inverse. Je suis reparti avec ce que j'avais, le badge, le plan, la photocopie, 3 initiales sur un calendrier. En reprenant la route, j'ai croisé un pick-up que je connaissais trop. Gérard conduisait. Luc était à côté, regard droit comme on fixe un point qui n'existe pas. Ils ne m'ont pas salué, ou alors je n'ai pas vu. L'air dans la voiture sentait le tissu chauffé et le vieux parfum. Je me suis vue, des années plus tôt, sourire pour arranger tout, arrondir la parole qui blesse, dire oui pour tenir la maison comme on tient un vase plein jusqu'à la nappe. À la hauteur du panneau « Montauban », j'ai tourné sans réfléchir vers la banque. J'ai demandé un rendez-vous coffre pour le lendemain à la première heure. On m'a proposé 10 heures. J'ai dit 9. J'ai ajouté mon nom en lettres claires, comme si écrire Hélène Marot sur un registre public avait enfin valeur de décision. En rentrant chez moi, la lumière s'était déplacée sur la table. J'ai posé le plan cadastral, déroulé les feuilles, suivi du doigt le contour des parcelles, ces lignes qui racontent la fatigue des hommes autant que la géographie. J'ai cherché des marques, des servitudes, des chemins d'accès, tout ce que Jean connaissait peut-être par cœur et que je découvrais tard, comme on lit un carnet trouvé dans un grenier. Puis j'ai rangé. J'ai téléphoné à Émilie. Elle a décroché, sa voix encore prise dans le coton d'une sieste tardive. « Maman ?» J'ai failli tout dire. J'ai dit simplement que j'avais des papiers à régler, que j'étais fatiguée, que je l'embrassais. J'ai gardé le reste, non par goût du secret, mais parce que certains mots ont besoin d'être adossés à des preuves pour cesser d'être des soupçons. La nuit est venue sans fracas. J'ai posé la clé contre le verre sur la table de nuit. Un objet tient les décisions au chaud. J'ai pensé à la phrase de Jean encore, et j'ai souri sans douceur. On croit protéger l'autre en le tenant à l'écart. On ne fait que l'absenter. Dans le silence de la chambre, il n'y avait plus de chagrin. Il y avait cette mince, très mince lame d'air qui sépare l'avant de l'après, une lame sur laquelle on apprend à tenir debout. Le lendemain, à 9 heures, je serai devant le coffre. Et ce qui surgira de ce métal froid aura la couleur exacte de ma vie à venir. À l'aube, j'ai pris de l'avance sur l'horloge. La ville n'était encore qu'un murmure de volets et de balais sur les trottoirs. J'ai glissé le badge de coffre et la photocopie de la SCI dans mon sac, puis j'ai bifurqué vers la route des champs. Le ciel pâlissait derrière les rangées de peupliers. Je me suis dit que j'aurais le temps, un détour par la borie des chênes, puis la banque à 9 heures. Les décisions aiment le matin. La barrière du chemin pendait, retenue par une vieille chaîne rouillée. J'ai coupé le moteur avant le pigeonnier. La terre encore froide sentait le fer et l'herbe humide. Étienne Lagrolet m'attendait déjà, silhouette large dans sa veste de toile, le béret basculé sur la nuque. Il l'a relevé à ma vue, sans empressement, avec la réserve des hommes qui n'ont jamais cherché à plaire. « Madame Marot » a-t-il dit simplement, comme on serre une main sans la prendre. Sa voix était celle d'un bois sec qui craque. Il n'a pas posé de questions. Il a regardé mes clés, puis la porte. Je l'ai remercié d'être venu si tôt. Nous avons marché jusqu'au pas de la cuisine. Je lui ai parlé de la clé trouvée, du badge de coffre, de la SCI découverte sous l'évier. Il a hoché la tête, 1 fois, 2 fois, un oui qui voulait dire « je savais des choses mais pas tout ». Ses mains brunes de soleil montraient la prudence d'un homme qu'on a chargé de veiller sans jamais fouiller. Jean avait fait refaire un petit local, là, sous la remise, l'année de la canicule, a-t-il fini par dire. Pour que rien ne prenne l'eau. Il disait « ce sera plus propre ». Il a désigné du menton une dalle plus claire sous le hangar, un rectangle d'ombre proprement découpé.
Je n'ai jamais eu de clé, il passait quand ça l'arrangeait. Un grondement, au loin, a remonté le chemin comme une rumeur. Un pick-up noir a émergé entre les haies, soulevant un voile de poussière qui a mis des paillettes au bord du soleil. Gérard conduisait. Luc, raide, tenait ses mains à plat sur ses cuisses, une façon d'être assis comme on prend position. Le véhicule a freiné juste devant la maison, dans un petit cri de cailloux qui ont sauté contre la portière. Ils sont descendus tous les deux en même temps, synchrones comme deux idées qu'on n'a pas envie d'entendre. Gérard a lâché un sourire au coin, celui qui se veut familial et qui, depuis toujours, a l'odeur du renard. « Hélène, on s'est dit qu'on passerait jeter un œil. Tu sais, pour voir à quoi s'en tenir. On est tous dans le même bateau. » Il a sorti de la poche de sa veste une feuille à en-tête. La secouer devant moi semble l'attendre tout à fait. Un petit avis juridique, rien de plus. L'indivision morale, tout ça. On évite de compliquer, hein? Luc n'a rien dit. Il a regardé la serrure du cellier, puis Étienne, puis moi, comme on évalue un meuble avant de le déplacer. J'ai senti la vieille colère de la place nationale remonter, celle qu'on avale pour préserver les dimanches. Puis j'ai respiré. J'ai pensé au registre de la banque, à mon nom tracé d'une écriture nette. « Je ne vous ouvre rien aujourd'hui, ai-je répondu. Je vois le notaire. Maître Arnal, on fera les choses dans l'ordre. » Gérard a haussé les sourcils avec une indulgence fabricatrice. « Tu sais, les notaires, ça traîne volontiers. Nous, on est là. Un inventaire, ça ne mord personne. On s'assied, on note, on repart content. » Il a avancé d'un pas. Je n'ai pas reculé. Étienne s'est positionné à ma gauche sans bruit, les pieds bien plantés. Sa présence m'a ancré, comme une main posée au bas du dos. « Non, ai-je dit. » Le mot n'a pas claqué. Il s'est déposé, lourd de tout le poids des semaines passées à faire semblant d'être légère. Luc a ce petit pli quand il serre les mâchoires. Je l'avais oublié. Il a regardé la porte, puis la dalle sous le hangar, puis le pick-up qui attendait, phare encore tiède. J'ai vu dans ce regard la volonté de faire glisser la frontière entre chez moi et chez nous, comme on pousse une chaise. Étienne, qui connaît les gestes, a fait mine de ramasser quelque chose à terre, une vieille boîte de vis, un mouvement simple qui signifiait pourtant qu'ici quelqu'un veillait. « Très bien, » a tranché Gérard, « on reviendra avec les formes. Un huissier, ce sera plus simple pour tout le monde. » Il a de nouveau agité sa feuille comme un torchon qu'on secoue par habitude. J'ai tendu la main. Il ne me l'a pas donnée. C'est une chose curieuse que de voir un papier ne pas circuler. Ce refus dit plus que les mots imprimés dessus. Je n'ai pas insisté. « Reviens avec qui tu veux, ai-je articulé. Je serai là. Et si je ne suis pas là, l'huissier constatera que tout est fermé. » Ils ont souri ensemble un peu, puis ils sont remontés dans le pick-up. Avant que la poussière ne recouvre la plaque, j'ai lu les lettres et les chiffres, une suite courte qui s'est imprimée dans ma tête comme un nom qu'on épingle à un veston. Je l'ai répété à mi-voix, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'elle cesse de fuir. Ils ont filé sans regarder les chaînes. La poussière a mis un moment à retomber, comme retombe un mensonge trop souvent servi. Je suis resté un instant immobile. La matinée venait de basculer du côté des choses officielles. Étienne n'a pas commenté. Il a repris, avec sa lenteur précise, le fil de ce qu'il était venu faire. Il m'a montré la chaîne du portail, m'a parlé des fois où il l'avait retrouvée déplacée, d'un maillon pas plus, des traces de pneus quand la terre est grasse, des lapins qui grignotent la bande d'herbe le long de la remise. Des détails de veilleurs. Je l'écoutais et je me rendais compte que j'apprenais en direct une nouvelle grammaire, celle de la possession paisible, de ce qui se constate sans se prouve encore, des mains qui savent ce qu'elles gardent. Je lui ai dit que je verrais maître Arnal, que je souhaitais qu'on borde tout de suite les choses. On fera venir un huissier, ai-je ajouté, nous aussi, pour un constat descriptif, ici, là et là. J'ai désigné la porte du cellier, la remise, la dalle claire. Je n'ai pas prononcé le mot coffre, il n'a pas été nécessaire. Nous avons fermé soigneusement, replacé le cadenas, vérifié le battant de la fenêtre qui grince. J'ai noté mentalement l'heure. À la banque, on m'attendait encore à 9. En regagnant la voiture, Étienne a tapoté la poche de sa veste. « J'ai une vieille caméra de chasse », a-t-il soufflé, presque honteux de son idée. Jean disait que ça ne servait à rien. Je l'ai gardée quand même. On ne sait jamais.
Il n'y avait pas de bravade dans sa voix, juste la patience de ceux qui plantent des piquets dans la terre pour que les bêtes ne débordent pas la clôture. Je les remerciai. Nous avons convenu qu'il passerait en fin de journée faire un tour, voir si des traces nouvelles apparaissaient. Je me suis promis, à voix basse, de ne plus laisser l'invention des autres s'installer dans ma maison comme une chaise de trop. Puis j'ai démarré. La route vers Montauban semblait plus courte qu'à l'aller. Le ciel s'était franchement levé. Devant la banque, j'ai trouvé une place comme on trouve une phrase juste après beaucoup d'hésitation. Au guichet, j'ai donné mon nom. On m'a souri d'un sourire professionnel qui n'empêche pas d'être humain. Dans la salle d'attente, le badge plastifié pesait dans ma main. J'ai pensé à la promesse muette que je venais de me faire. J'ai pensé à Gérard et à Luc, aux nuages de poussière qui m'avaient brûlé la gorge, à la chaîne du portail, aux lettres blanches sur la plaque noire. J'ai pensé à la dalle claire sous le hangar. Quand on m'a appelé, j'ai relevé la tête. Il était encore tôt. Les matins ont cette vertu de tenir la vérité par la manche avant qu'elle ne s'échappe. J'ai suivi la conseillère jusqu'à la salle des coffres. Le métal avait l'odeur d'un mot qu'on n'a pas encore prononcé. Je n'ai pas tremblé. Les secrets, désormais, allaient apprendre à vivre à la lumière. La salle des coffres avait l'odeur froide des décisions qu'on ne peut plus ajourner. La conseillère a glissé la boîte métallique sur la table, m'a laissé seule. J'ai tourné la clé avec ce respect que l'on a pour ce qui ne vous appartient qu'à moitié. À l'intérieur, il n'y avait pas le fracas d'un trésor, mais l'exact contraire. Des papiers sobres. Un reçu de location du coffre, classé par année, 2 clés numérotées dans une enveloppe Kraft. Un carnet d'adresses au cuir usé, où Jean avait noté au stylo bille des noms que je connaissais. Étienne Lagrolet, maître Arnal, et d'autres qui ne me disaient rien. J'ai trouvé surtout une feuille pliée en 3, sur laquelle son écriture brève avait retenu cette phrase. « Tout ce qui compte est chez Arnal ». En bas, une date de 18 mois. Je suis resté quelques secondes à la regarder, comme on regarde un quai au moment où le train s'éloigne. J'ai refermé calmement. La déception n'était pas une chute, c'était une marche de plus, lisse, sans arrêt où poser la main. Quand je suis sortie, Montauban avait déjà pris sa cadence de fin de matinée. J'ai appelé l'étude d'un pas presque militaire. La secrétaire de maître Arnal m'a répondu avec la neutralité polie de ceux qui savent les deuils par leur dossier. « Un rendez-vous » ? « Demain, madame, 11h15. Je me suis entendu dire merci, comme on dit à demain aux pharmaciens. Tout s'emboîtait à sa vitesse qui n'était pas la mienne. J'ai déjeuné d'un bout de pain sec dans la voiture. La faim, ces jours-ci, était un bruit de fond. Je la laissais parler sans l'écouter. Je suis reparti vers la Borie, décidé à mettre de l'ordre dans ce que je pouvais. À l'approche du pigeonnier, j'ai aperçu la silhouette d'Étienne, plantée comme un piquet, et j'ai su, avant de couper le moteur, que la journée allait se déplier du côté des formalités imposées. La poussière a d'abord parlé pour eux. Puis le pick-up noir s'est garé en biais avec cette manière d'occuper l'espace qui n'est pas un hasard. Gérard et Luc n'étaient pas seuls. Un homme en costume sombre, serviette à la main, a descendu plus prudemment le talus. Il s'est présenté sans saluer trop bas. Maître Besson, huissier de justice. Les frères n'avaient pas menti. Ils étaient revenus avec les formes. Une seconde voiture, plus discrète, s'est arrêtée à distance. J'ai deviné un conseil prêt à souffler des phrases au bon moment. Me Besson m'a exposé d'une voix claire ce qu'il était venu faire. Un constat, descriptif, pour préserver les droits de chacun. Le mot « chacun » m'a glissé sur la peau comme une eau tiède. J'ai hoché la tête, puis j'ai appelé l'étude. La standardiste m'a passé un collaborateur de maître Arnal qui m'a parlé net. Accepter un constat, oui, mais à mes conditions. Limiter l'accès aux seules pièces que j'ouvrais, refuser l'ouverture de tout meuble fermé, faire noter le cadenas du cellier, la clé en ma possession, l'absence de titre opposable produit par les frères, rappeler que j'occupais paisiblement les lieux depuis le décès de Jean. J'ai répété ces points à l'huissier comme un poème appris dans l'enfance. Il a approuvé d'un signe de tête, tracé la première ligne de son procès-verbal. Nous avons commencé par la cuisine. Me Besson a daté, décrit, photographié la table, le torchon plié, les bocaux alignés. Il n'avait ni hâte ni lenteur.
une régularité de métronome. Gérard, derrière lui, soupirait par petits jets, comme un coureur obligé d'adopter l'allure d'un marcheur. Luc suivait des yeux les gestes de l'huissier avec cette fixation qui lui sert de pensée. Quand nous sommes arrivés au cellier, j'ai posé ma main sur le cadenas. « Fermé », ai-je dit. Meubesson a noté « Porte du cellier verrouillée, clé détenue par Madame Marot, refus d'ouverture, observation de l'huissier, absence de titre produit par messieurs Gérard et Luc Marot autorisant l'ouverture. » Les phrases avaient la pureté d'un caillou. Elles ne consoleront personne, mais elles tiennent dans la main. Sous le hangar, la dalle plus claire a reçu sa part de lumière juridique. Partie de sol refaite, porte de remise verrouillée, pas de clé communiquée, a lu l'huissier à voix juste assez haute pour que son stylo suive. Étienne, silencieux, présentait aux photographies sa stature d'arbre. Il devenait, par la force des choses, un témoin naturel. À un moment, la voix de Gérard s'est cassée contre notre patience. On ne fait que constater, Hélène. Allons. Il a tenté le rire, qu'il sort au repas de famille pour renvoyer la gêne dans les autres verres. Meubesson s'est tourné vers lui sans colère. « Monsieur, si vous avez un titre, je le joindrai au procès-verbal. » Le pas aujourd'hui de Gérard a été plus bruyant que n'importe quel refus. La visite a duré le temps qu'il fallait. Dans le bureau, l'huissier a pris soin de photographier le calendrier figé du mois d'août et ses initiales griffonnées. J'ai senti une crispation passer dans les yeux de Luc. Je n'ai rien dit. Nous avons terminé devant le portail, où Étienne a décrit, à sa manière exacte, les habitudes de la chaîne, ce maillon pas plus qu'il retrouvait parfois déplacé. Meubesson a noté, a demandé la carte d'identité de chacun, a copié les numéros. Sur l'instant, j'ai hésité à mentionner l'immatriculation du pick-up noté le matin. Cela m'est venu naturellement au moment de sa signature. J'ai relevé ce numéro tout à l'heure. Il l'a ajouté à la main, avec une parenthèse utile en cas de contestation sur les véhicules présents. Le réel ici se construisait à hauteur d'œil et de stylo. Quand il a refermé sa serviette, la lumière avait tourné sur les chaînes. Je me suis surprise à respirer mieux. Le constat ne me donnait rien de plus que ce que j'avais déjà. Il ôtait seulement aux autres la possibilité de prétendre. C'est beaucoup, parfois, d'ôter à ceux qui vous entourent le droit d'inventer à votre place. Les frères ont proposé une poignée de main. J'ai levé les yeux vers eux comme on regarde une porte d'ascenseur qui hésite à se fermer. Je n'ai pas tendu la mienne. Nous en resterons là pour aujourd'hui, ai-je dit. Gérard a eu ce petit haussement d'épaule, fatigué, qui lui sert de revoir quand il n'a pas obtenu ce qu'il était venu chercher. Luc, déjà, retournait vers le pick-up, dos droit, soucieux de ne pas accélérer. La poussière s'est levée, plus sèche qu'au matin, puis s'est reposée comme une nappe. Étienne m'a accompagné jusqu'à la maison. Il a demandé s'il devait rester. J'ai dit non. Je repasserai en fin de journée, a-t-il simplement ajouté. Nous avons cadenassé, posé la paume sur la porte comme pour y inscrire nos initiales à nous. Pas des lettres, une attention. Il est parti par le chemin des lapins. Je suis restée seule avec le bruissement ras des herbes. De retour dans la cuisine, j'ai ouvert le robinet pour boire un verre d'eau. Par la fenêtre, on voyait un ruban clair de route qui fendait les parcelles. J'ai posé sur la table les trois choses qui, désormais, me faisaient socle. La phrase « Tout ce qui compte est chez Arnal », l'heure de mon rendez-vous et le constat de Meubesson que je lirai le lendemain à l'étude. J'ai noté d'une écriture appliquée la succession des actes, coffre bancaire, appel au notaire, constat limité, rendez-vous au lendemain. C'étaient des mots serrés, moins élégants que ceux des lettres d'amour, mais ils avaient un mérite, ils se tiennent. Je suis sortie une dernière fois. Le pigeonnier jetait sur la cour une ombre découpée nette. J'ai fermé à clé, j'ai vérifié la chaîne du portail, j'ai pris la route en répétant pour moi seul les chiffres de la plaque relevée, comme on répète un prénom de peur de l'oublier avant d'arriver. En ville, les feux passaient au vert avec une régularité presque tendre. Je ne pensais ni à la colère, ni à la peur. Je pensais à demain, 11h15, et à la manière dont un notaire sait tirer d'une enveloppe scellée des vérités qui ne s'éventent pas. La vengeance, s'il en faut une, serait un papier bien tenu, une signature exacte, un jour clair. Et l'idée que, cette fois, personne ne parlerait à ma place.
Le soir a posé sur Montauban une lumière couleur de pêche, un calme qui n'était pas le mien. J'avais prévu de rester chez moi, de tenir jusqu'au lendemain 11h15 avec la discipline froide des rendez-vous utiles. Mais le téléphone a vibré. Un nom s'est affiché. Étienne. Sa voix basse ne sait pas mentir. « Il y a un truc qui cloche dans la cuisine, Madame Marot? La bande de lumière derrière le vaisselier? Je ne l'avais pas vue ainsi. Vous préférez que j'attende? Ou… » J'ai répondu que j'arrivais. Ce n'était pas de l'impatience. C'était l'idée qu'une pièce se décale enfin dans un mécanisme trop longtemps grippé. J'ai repris la route sans musique, avec juste le frottement des pneus sur l'asphalte, pour m'empêcher de penser trop vite. À la Borie, l'air sentait la sauge sèche. Le pigeonnier découpait sa dentelle sur le ciel qui virait au violet. Étienne m'attendait sur le seuil, une lampe frontale à la main. Nous sommes entrés sans parler. Dans la cuisine, la lumière du soir venait se faufiler en triangle par un interstice contre le mur, derrière le vaisselier que je n'avais jamais déplacé, ce meuble au vernis craquelé où Jean gardait les verres un peu fêlés et les bols de tous les jours. « Je n'ai touché à rien, » a dit Étienne. Il a passé la lampe le long du bois. La lueur a accroché quelque chose, un éclat d'acier au ras du sol, comme un clin d'œil mal placé. Nous avons tiré le vaisselier de quelques centimètres, assez pour sentir les années qu'il contenait. La poussière a dérivé en petits bancs de brume. Derrière, contre la plinthe, était vissée une boîte à combinaison, épaisse comme 2 livres posés l'un sur l'autre. 2 vises neuves contrastaient avec le mur blanchi à la chaux. Jean avait toujours eu ce goût-là, recoudre du neuf sur du vieux, sans remordre la couture. Je me suis accroupie. La boîte n'était pas lourde. La combinaison, 3 chiffres, était griffée à même le métal, si discrète que l'œil glissait dessus. 8-1-5. J'ai pensé à une date, août 2015. La canicule, les rendez-vous griffonnés sur le calendrier du bureau. J'ai composé le code. Un cliquetis bref, comme une respiration retenue qui se relâche. À l'intérieur, pas d'armes, pas de billets. Des choses sobres, encore. Un vieux smartphone, batterie retirée, une clé USB étiquetée au marqueur SCIBO, un disque dur enveloppé dans un torchon bleu, un court feuillet dactylographié, agrafé en haut à gauche, 3 lignes et un trait de plume. Si tu ouvres, c'est que je n'ai pas su dire autrement. Ne promets à personne. Va chez Arnal et regarde. Chut. Nous n'avons ouvert rien d'autre. Étienne m'a aidé à glisser la boîte dans un sac de toile, à repousser le vaisselier d'un geste égal qui n'abîme pas. Avant de repartir, nous avons vérifié le cadenas du cellier, la fenêtre du bureau, la chaîne du portail. Étienne, avec sa patience de berger, a replacé un caillou le long de la dalle claire sous le hangar, comme un témoin minuscule. Il m'a demandé si je voulais qu'il reste dormir sur place. J'ai dit non, mais de repasser tard, juste pour une ronde. Il a acquiescé, sans faire de grands serments. Les promesses trop grandes font des courants d'air. Chez moi, j'ai ressorti l'ordinateur du tiroir du secrétaire. J'ai verrouillé la porte, par réflexe. J'ai rebranché le vieux téléphone à une multiprise sans l'allumer encore. Le disque dur, lui, a pris sa place sur la table, comme un animal docile. La clé USB a attendu à côté, étiquette tournée vers moi. J'ai pensé à Émilie, à sa voix de l'après-midi, à ce maman, d'une douceur qu'on n'attend pas quand on a trop de murs à traverser. Et puis j'ai ouvert. L'écran a clignoté, sobre. Dans le disque, un seul dossier, H-Notes. À l'intérieur, des sous-dossiers datés qui s'étiraient sur des mois. J'ai cliqué sur le premier. Jean est apparu, cadré serré, lumière de néon, voix posée. « Hélène, si tu vois ces vidéos, pardonne-moi d'abord. Je n'ai pas su faire autrement que te tenir à l'écart. Je croyais te protéger. Je me suis protégée de mon propre passé. » Il ne jouait pas. Même mort, il gardait cette façon de compter ses mots, comme des pièces qu'on range. La Borie a toujours été la convoitise de Gérard et de Luc. Ils ont fait semblant de ne pas la vouloir pendant des années. Ils la voulaient sans la payer. Alors j'ai monté la SCI et j'ai commencé à travailler à un bail de 30 ans avec une société qui s'appelle Soleva Occitanie. Il a expliqué l'ensoleillement, le plateau, les études techniques, les repérages. Il a prononcé le mot « parc photovoltaïque » avec un mélange d'embarras et de fierté. Les loyers réguliers permettraient de sécuriser ta vie et celle d'Émilie, pour que tu n'aies jamais à demander. J'ai arrêté la vidéo, le cœur à ses coups de frein.
Le nom Soleva Occitanie faisait un bruit neuf dans ma tête, comme un objet qu'on ne connaît pas et qui cogne les étagères familières. J'ai repris. Tu trouveras chez Maître Arnal ce qu'il faut pour que personne ne te déloge de ce qui est à toi. J'ai prévu 2 choses. D'abord, de quoi te donner la main le temps qu'il faudra, le notaire t'expliquera. Ensuite, les dispositions pour que la propriété des parts suive ce que j'ai décidé conformément au statut. Il ne disait pas testament, il ne disait pas mandat, il s'en tenait à son vocabulaire d'homme prudent. Fais confiance à Étienne pour les évidences de terre et à Élodie Martin, à ta banque, pour verrouiller ce qui peut l'être. EM sur le calendrier. La pièce glissait à sa place. J'ai laissé la lecture avancer. Dans un autre fichier, Jean avait filmé des cartes, plan cadastral annoté, photos de la remise, vue du plateau pris au petit matin, courbe d'ensoleillement qu'il pointait avec un stylo, assez maladroit pour qu'un rire m'échauffe les yeux. À un moment, il a rapproché le visage et parlait bas. Ils parleront d'équité, d'indivision morale, de famille. Ils te diront que tu es mieux avec eux qu'avec la loi. Négocie à la lumière, Hélène. N'aie pas peur d'avoir l'air dur. La dureté, quand il s'agit de tenir un toit, s'appelle simplement la tenue. J'ai remis la vidéo au début pour entendre encore le grain de sa fatigue. Il avait enregistré ses notes sans chercher la phrase, avec ce souci de me laisser un mode d'emploi pour vivre sans lui. C'était cela, son amour malhabile, ne pas m'avoir prise pour un enfant, mais pour une adulte à qui on passe la main en serrant un peu les doigts. Je n'ai pas pleuré. J'ai eu froid au coude. J'ai ouvert ensuite la clé USB SI-BO. Elle contenait des scans, statut de la SCI Laborie, un projet de bail civil à long terme avec Solva, version V4, des échanges de courriels, sobrement tournés, pragmatiques, et un dossier comptes accès, où manquait sagement ce qu'il aurait été imprudent d'y laisser. Jean n'avait pas naïvement tout entassé en un seul endroit. Il avait semé, comme on dispose des pierres plates au milieu d'un ruisseau, pour traverser sans se mouiller. Dans un PDF, j'ai lu la clause d'agrément. Aucune cession de parts ne pouvait se faire sans accord de la gérance. Les frères pouvaient bien pousser les murs avec leurs épaules, la porte resterait. Le smartphone, je l'ai allumé en dernier. L'écran a mis du temps. Il a réclamé un code que je ne connaissais pas. J'ai éteint. Je n'avais pas besoin de tout, pas ce soir. Je me suis fait une règle, ne pas courir plus vite que les papiers. J'ai recopié dans mon carnet l'ordre du lendemain. Étude à 11h15. Demander l'état exact de la gérance au décès. Vérifier les dispositions déposées en coffre, ce que Jean avait appelé ce qu'il faut pour donner la main. Évoquer la promesse de bail et ses conditions suspensives. Informer la banque par Élodie de verrouiller toute procuration ancienne au nom de Jean, au cas où. Dehors, Montauban avait cessé de bouger. J'ai éteint l'ordinateur et rangé le disque dans le tiroir bas du secrétaire, clé tournée 2 fois. J'ai glissé la boîte à combinaison sous le lit, avec ce sourire un peu ironique qu'on a quand on joue à cache-cache avec des fantômes. En me couchant, je me suis surprise à penser à Gérard, à sa façon de montrer un papier sans le donner, aux mains lisses de Luc posées sur ses cuisses comme pour empêcher la colère de trembler. Il n'avait pas mes mots. Il n'avait pas ce ton qu'on apprend avec le temps, qui n'élève pas la voix, mais qui dit non comme on pose une pierre sur un angle. Je me suis tournée du côté où Jean n'était plus. La fenêtre laissait passer une bande grise de nuit. J'ai pensé à demain, à la table claire de Maître Arnal, au bruit des dossiers qu'on ouvre, à la façon qu'ont les notaires de tenir le réel par les bords pour qu'il ne s'effiloche pas. J'ai murmuré, sans savoir à qui je parlais. On fera ça propre. C'était pas une prière, c'était un programme, une manière de remettre la maison à l'endroit, en commençant par les serrures. Le lendemain, le matin s'est levé avec cette limpidité qui vous oblige à être clair vous aussi. J'ai pris un café trop noir, j'ai vérifié 2 fois la présence du badge de coffre dans mon sac, geste inutile, déjà dépassé par l'heure qui m'attendait chez Maître Arnal à 11h15, puis je suis sortie, décidée à tuer l'attente au marché. Le marché de Montauban est un théâtre qui n'en a pas l'air. Les fruits s'alignent comme des répliques, les voix se répondent, la monnaie rendue ponctue les scènes. Je me suis laissé porter par la rumeur des étals.
le parfum d'abricot de basilic en me répétant mentalement ce que j'avais à demander au notaire, l'état exact de la gérance, les dispositions déposées au coffre, les moyens de border la période avant décision du juge. Je l'ai senti avant de le voir, comme un changement de pression dans l'air. Gérard a surgi du côté des tomates, son sourire déjà en place, légèrement trop large pour être honnête. Hélène, sa voix a flotté au-dessus des cagettes. On se demandait justement quand tu allais nous dire un mot. Il n'y avait pas de « nous » dans sa bouche, seulement ce pluriel qui sert d'appui pour pousser. Luc, 2 mètres derrière, jaugeait la distance comme on calcule un pas de côté. J'ai voulu passer, poliment, mordre dans une mirabelle pour avoir la bouche occupée. Gérard a élevé un peu la voix, assez pour que les têtes proches se tournent sans avoir l'air d'écouter. Tu sais, on ne veut pas compliquer. La Borie, c'est la famille. On s'assoit tous ensemble, on écrit noir sur blanc qu'on partage les fruits. Ce serait plus doux pour tout le monde, non? Le mot « doux » a heurté ma peau. J'ai posé le sac du poissonnier sur la table en plastique, j'ai regardé ses mains. Elles étaient propres, comme toujours, trop propres pour le travail qu'il prétendait. Je vois le notaire tout à l'heure, ai-je simplement dit. Il a feint de s'étonner comme si j'avais annoncé une marotte, une lubie de veuve. Les notaires, Hélène, ils aiment les labyrinthes. Nous, on préfère les chemins de terre. Cette phrase, je l'avais déjà entendue dans d'autres bouches à d'autres carrefours de ma vie. Elle vous enveloppe d'un mépris doux, celui qui vous place à côté de la table, un peu trop loin pour entendre les vraies décisions. Autour, la rumeur du marché avait changé de texture. On ne regardait pas, on écoutait un peu. J'ai senti la honte tenter son entrée, cette vieille invitée qu'on accueille pour éviter qu'elle ne fasse un esclandre. J'ai respiré par le nez, lentement, puis j'ai répondu avec la netteté que donne la fatigue quand elle s'est muée en briques. Les labyrinthes mènent mieux au trésor que les raccourcis. Je ne parle que chez Maître Arnal. La phrase m'a surprise par sa sécheresse. Elle n'appelait pas de réplique. Gérard a eu un haussement d'épaule amical, ravaleur de spectateurs. « Comme tu voudras », a-t-il tourné en s'éloignant, assez fort pour que l'écho passe d'un étal à l'autre. Luc a suivi, sans me regarder, serrant une fois, juste une fois, la mâchoire comme si elle tenait sa langue. Je croyais avoir repris mon souffle quand mon téléphone a vibré. Le nom d'Élodie s'est affiché. Sa voix ne traîne jamais. « Madame Marot, c'est Élodie Martin. J'ai besoin de vous informer en priorité. Nous avons reçu ce matin 2 sollicitations téléphoniques et un courriel demandant des renseignements sur vos comptes personnels et ceux de la SCI La Borie. Le demandeur s'est présenté au nom de Gérard Marot. » Elle marquait de petites pauses que son métier transforme en coussin pour les chutes. Nous avons évidemment opposé un refus catégorique. Aucune information sans mandat, sans pouvoir, sans décision de justice. J'ai fait inscrire une alerte dans notre CRM. Aucune info sans mandat, valable sur tous vos produits. J'ai aussi fait désactiver toute procuration ancienne au nom de votre mari par sécurité, si jamais il en restait. Ces mots sont tombés à distance égale comme des pierres plates posées dans l'eau. « Vous avez bien fait », ai-je dit. Je l'ai remercié non pas avec la chaleur du soulagement, le soulagement vient après, mais avec ce ton factuel qui autorise la suite. Élodie a enchaîné. « Je vous recommande de formaliser rapidement une stratégie juridique. Je peux vous adresser à Maître Dubreuil, avocat, qui travaille souvent avec l'étude Arnal. Il saura faire un référé conservatoire pour geler toute opération sur les titres de la SCI et interdire toute disposition sur les immeubles le temps que la situation soit clarifiée. » Le mot « geler » a trouvé en moi un point fixe. « Faites, s'il vous plaît », ai-je répondu. Elle a ajouté, comme on ferme proprement une enveloppe, « Je vous envoie son contact par SMS. Et tenez-moi au courant après votre rendez-vous de 11h15. » J'ai quitté le marché avec l'impression d'être passé sous un halleur invisible. L'air avait épaissi. La honte, étrangement, avait laissé place à une clarté provisoire. Il tentait par le dehors ce qu'il n'obtiendrait pas par le dedans. Je me suis surprise à sourire, sans joie, à l'idée que le réel, quand il vous gifle en public, vous donne parfois la force d'articuler des phrases exactes. À l'étude, la salle d'attente sentait le papier neuf et la cire d'abeille.
Les gens qui attendent chez les notaires ont un air particulier, celui de ceux qui savent que leur vie n'avance que si des mains étrangères tournent des pages. Maître Arnal m'a reçu dans un bureau où la lumière venait des deux côtés, comme pour empêcher les zones d'ombre de s'installer. Il m'a écouté sans m'interrompre, a noté l'heure du marché, les mots approximatifs de Gérard, l'appel d'Élodie, la mention de la SCI, le coffre, la boîte retrouvée derrière le vaisselier. Quand j'ai posé sur la table la clé USB et le disque dur, il a levé les yeux vers moi comme un professeur qui voit enfin l'élève apporter la pièce manquante. Nous allons procéder avec méthode, Madame Marot. D'abord, je vais prendre ces supports numériques en dépôt sous scellé, de simples enveloppes scellées avec paraphe pour garantir l'intégrité. Ensuite, j'ouvre un dossier de mesures conservatoires. Sa voix avait l'exactitude de ce qu'on peut gagner. Sur la CI Laborie, je vais vérifier immédiatement les statuts, l'existence d'une clause d'agrément, ce que vous évoquez, et la situation de la gérance à la suite du décès de votre mari. Si une gérance suppléante est prévue, nous pourrons l'activer. À défaut, Maître Dubreuil sollicitera du juge en référé la désignation d'un administrateur provisoire, éventuellement vous, compte tenu de votre qualité et de l'occupation paisible des lieux. Je me suis entendu demander sans détour « Et l'enveloppe dont j'en parlais ?» Le notaire a légèrement incliné la tête. Elle existe. Elle est au coffre de l'étude scellée, libellée à remettre à Hélène au décès de Jean. Il a pris le temps de replacer ses lunettes. Je vous proposerai de l'ouvrir non pas aujourd'hui, mais après l'ordonnance de référé pour éviter toute contestation inutile. La procédure aime les tapis posés bien droit. Bien droit. Il a appelé son clerc, qui est entré avec 2 enveloppes Kraft, des bandes gommées, un registre. Nous avons déposé la clé USB et le disque dans des pochettes numérotées. J'ai paraphé au revers, il a paraphé, le clerc a contresigné. Le geste, pourtant simple, m'a fait du bien. Je n'étais plus seule à porter la preuve. Maître Arnal a continué. Je vais adresser à Solva Occitanie un courrier de position. Nous confirmons l'intérêt du projet, mais précisons qu'à ce stade, toute signature définitive devra être subordonnée à l'issue des mesures conservatoires. En parallèle, je fais notifier par huissier, me Besson puisqu'il est déjà intervenu, une sommation à messieurs Gérard et Luc Marot de s'abstenir de toute intrusion avec rappel de la protection pénale du domicile et du bien d'autrui. Il a pris une respiration, puis a ajouté, comme on glisse une planche de plus sous un plancher qui travaille. Je vous conseillerais aussi de déposer une main courante à la gendarmerie pour fixer la scène du marché et la tentative d'intimidation. Ce n'est pas un coup d'éclat, c'est une date. J'ai acquiescé, il a souri sans complaisance. La dignité gagne toujours à s'appuyer sur des jours et des heures. J'ai pensé à la plaque du pick-up que je tenais encore en tête, aux chiffres que je répétais avant de m'endormir. J'ai demandé qu'on l'ajoute au dossier. Il a noté, sobre. Avant de partir, j'ai reçu le SMS d'Élodie avec les coordonnées de Maître Dubreuil. J'ai appelé depuis le trottoir, la chaleur montant des pavés jusqu'aux chevilles. La secrétaire m'a proposé un rendez-vous l'après-midi même, 15h30. Il vous recevra entre 2 audiences. J'ai dit oui. J'ai raccroché. Le ciel avait basculé vers un bleu dur. Les façades renvoyaient la lumière comme des boucliers. Je me sentais lourde d'un poids qui ne me blessait pas. Les heures se posaient à leur place. En rentrant à la maison, j'ai posé mes clés sur la table et je me suis lavé les mains, plus longtemps que d'habitude, jusqu'à ce que l'eau devienne tiède. Tout ce qui avait été dit au marché s'était effacé déjà. Il ne restait que le monde concret des parapheurs, des scellés, des courriels qui partent avec accusé de réception. J'ai écrit à Émilie un message court. « Je passe chez un avocat, je t'appelle ce soir », sans entrer dans les détails. J'avais la sensation nette qu'il fallait d'abord faire tenir la charpente avant d'y inviter des voix. À 15h30, dans le cabinet de Maître Dubreuil, j'ai déroulé la journée comme on déroule un plan de ville. Sans emphase, avec des repères, des angles, des distances. Il a ponctué d'un très bien la mention des scellés, d'un parfait le courrier à Solva, d'un utile la main courante que je déposerai le lendemain matin. Nous allons assigner en référé, m'a-t-il dit, pour obtenir le gel de toute cession de parts de la SCI
et l'interdiction de tout acte de disposition sur les immeubles. Nous demanderons aussi une interdiction d'approcher le site au-delà d'une certaine distance, sous astreinte. Le mot astreinte a teinté clair, comme une petite cloche qu'on entend de loin et qui rassure parce qu'elle sonne l'heure juste. En sortant, j'ai levé la tête. La lumière s'était adoucie. Je n'avais pas gagné. Je n'avais pas perdu. Je tenais. Au marché, le matin, j'avais laissé une part de ma peur entre deux étals. À l'étude, j'avais déposé sur une table des objets qui désormais m'aidaient à porter leur poids. Chez l'avocat, j'avais trouvé une langue qui n'est pas la mienne, mais qui dit ce que je veux dire. Halte. Il me restait à dormir si je pouvais, et à apprendre par cœur l'ordre des actes, comme on apprend un poème qui vous tient debout quand la voix tremble. Demain, j'irai à la gendarmerie. Et le soir, peut-être, j'irai m'asseoir un moment sous le pigeonnier, juste pour rappeler au soleil où se posera son travail pendant 30 ans. Le lendemain, je me suis réveillée avant le réveil, avec cette conscience sourde du corps qui sait qu'il y a des phrases à dire dans des bureaux où l'on ne pleure pas. J'ai bu un café debout, sans goût, puis j'ai glissé les pièces nécessaires dans mon sac. La copie du constat de Meubesson, la liste des faits du marché, le numéro d'immatriculation que je savais par cœur. À la gendarmerie, l'air sentait la cire et le papier ancien. J'ai déposé une main courante, fait daté, lieu, propos de Gérard, présence de Luc, tentative d'intimidation, rien de spectaculaire, seulement un clou de plus dans la planche. Le jeune gendarme a hoché la tête avec cette gravité propre à ceux qui n'ont pas encore eu le temps de s'endurcir. Ça nous permettra de recouper si d'autres éléments surviennent, a-t-il dit. J'ai pensé à la caméra de chasse d'Étienne, aux traces de pneus qu'il sait lire comme on lit une main. J'ai signé, je suis sorti. Chez Maître Arnal, l'air avait la température d'une résolution. On m'attendait. Leclerc avait déjà préparé un parapheur vert bordé d'onglets CI Laborie, statut, gérance, mesure. Le notaire a écarté doucement les feuilles comme on ouvre un livre qu'on aime. Nous allons vérifier ensemble les clauses essentielles. Sa voix m'a apaisée, non parce qu'elle était douce, mais parce qu'elle n'a pas tremblé. Les statuts étaient d'un formalisme rassurant. Je les ai lus avec mes yeux de profane. Phrases droites, formules qui au début semblent toutes dire la même chose, et puis, à la troisième relecture, se distinguent comme les membres d'une même fratrie. La clause d'agrément figurait noir sur blanc. Aucune cession de part à un tiers, y compris à un membre de la famille non associé, sans l'accord de la gérance. Le point était souligné, presque gravé. Plus loin, une clause de gérance suppléante prévoyait qu'en cas de décès du gérant, le conjoint survivant, s'il est associé ou appelé à le devenir, est gérant suppléant jusqu'à décision contraire de l'Assemblée. L'encre de cette phrase avait pour moi la couleur précise d'un souffle qui revient. Cette clause, a dit Maître Arnal, nous donne un levier sérieux. Juridiquement, vous pouvez exercer une gérance provisoire dans l'intérêt social, sous réserve de la décision du juge si vos beaux-frères contestent. Pour les actes engageant l'avenir, tels le bail, nous allons rester prudents. Promesses sous séquestre, conditions suspensives et informations claires aux cocontractants. Il a tourné une autre page. Nous rédigeons aussi la requête en référé avec Maître Dubreuil, gel de toute cession de part, interdiction d'acte de disposition, interdiction d'approche du site au-delà d'un périmètre. Je l'écoutais, et chaque mot trouvait sa place dans une charpente intérieure. J'ai senti mon dos se redresser sans y penser. Il a ajouté « L'enveloppe scellée de votre mari est bien au coffre. Nous l'ouvrirons quand nous aurons l'ordonnance pour éviter la moindre contestation de procédure. Je vous indique simplement, sans en détailler le contenu, par respect du scellé, que votre mari a envisagé des dispositions posthumes de gestion. Elles s'inscrivent dans un cadre légal. » Il a marqué une pause. C'est une façon d'avoir pensé à vous sans vous exposer. La phrase m'a atteinte au bon endroit, pas au cœur, mais à cet os discret au milieu de la poitrine qui tient les épaules. Nous avons fait venir Meubesson pour préparer la sommation aux frères, s'abstenir d'intrusion, rappel des risques pénaux, mention du constat déjà dressé, insertion du numéro d'immatriculation relevé. L'huissier a pris des notes, bref, précis. Il a proposé de passer dans l'après-midi. Mieux vaut frapper quand le bois est chaud,
a-t-il glissé, presque pour lui-même. J'ai approuvé d'un signe de tête. Je ne cherchais plus à avoir raison, je cherchais à tenir les angles. Le téléphone du notaire a vibré, il a consulté l'écran, m'a montré un courriel reçu de Soleva Occitanie en réponse à son courrier de position. Les phrases étaient professionnelles, dégagées de toute ardeur. L'intérêt pour le site était confirmé, mais la société exigeait, logiquement, une clarté parfaite sur la propriété des parcelles et la capacité de la gérance à engager la SCI, proposait une promesse de bail sous condition suspensive de l'issue des mesures conservatoires et indiquait être disposé à verser un séquestre de signature à l'étude, libérable à la levée des conditions. J'ai éprouvé un soulagement presque technique. La réalité revenait au centre, et avec elle la possibilité d'une vie tissée de revenus réguliers, ni triomphale ni misérable, seulement tenable. Avant de partir, j'ai envoyé à Élodie un message pour l'informer du cadre convenu avec l'étude. Promesse sous séquestre, gel à venir, gérance suppléante. Elle a rappelé dans l'heure pour valider qu'elle verrouillait tout ce qui relevait de la banque. Alerte CRM active, opposition à toute demande d'information et consigne interne, aucune info sans mandat ni décision. Elle m'a demandé, presque en amie, comment vous tenez. J'ai répondu la vérité, en m'asseyant bien sur ma chaise. Je suis repassée par la maison pour déjeuner. Le silence là m'est apparu plus propre qu'avant, comme si l'air lui-même avait été ventilé. Je n'ai pas ouvert l'ordinateur. Je n'ai pas regardé les vidéos, je me suis contentée de poser la clé USB sur le livre de compte, comme on dépose une allumette intacte à côté d'une bougie. J'ai fermé à clé et je suis repartie pour la Borie. La cour dormait sous l'ombre du pigeonnier. Étienne avait laissé un mot plié dans la boîte aux lettres. Ronde faite à midi. Rien à signaler. J'ai posé la caméra de chasse entre les deux chaînes. Un trait de crayon indiquait l'emplacement, avec cette exactitude tendre qui est la sienne. J'ai souri. J'ai vérifié le cadenas du cellier, la fenêtre du bureau, la chaîne. Tout était en place. Alors, pour la première fois depuis le début, je me suis assise sur la marche de la cuisine et j'ai respiré. L'air avait le goût des fins de juillet quand les enfants n'en finissent pas d'être dehors et que les adultes renoncent à parler fort. Le téléphone a vibré. Émilie, je l'avais tenue à distance, de peur de la mêler trop tôt à une mécanique que je ne maîtrisais pas encore. Sa voix, pourtant, m'a traversée comme un fil bien tendu. « Maman, je peux venir ce soir ?» J'ai su, sans qu'elle le dise, qu'elle avait ouvert un des dossiers destinés à elle. Je n'ai pas demandé lequel. Elle s'est reprise. « Je veux juste être là, pas décider pour toi. » Ces mots-là, « pas décider pour toi », avaient la pureté que j'attendais depuis des années. « Viens », ai-je dit, « on se parlera sans bruit. » À 16h, Besson m'a envoyé une photo de la sommation signifiée à Gérard et à Luc, chacune remise à personne au domicile, signature refusée par l'un, regard froid de l'autre. En légende, 3 mots, acte délivré horodaté. J'ai pensé à la phrase de Maître Arnal, « La dignité gagne à s'appuyer sur des jours et des heures. » Je m'y adossais sans honte. Un peu plus tard, l'appel de Maître Dubreuil, référé enregistré, audience sollicitée sous quinzaine. Sa voix allait vite, mais les mots étaient nets. Je joins le constat, la main courante, la sommation d'huissier et la clause de gérance suppléante. Nous demandons, à titre de mesure utile, le gel des parts et la désignation de vous comme gérante suppléante jusqu'à décision au fond, ou à tout le moins la nomination d'un administrateur provisoire. En outre, interdiction d'approcher le site à moins de 200 mètres, sous astreinte. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que ma main tremblait un peu, comme après le passage d'un orage que l'on n'a pas vu. En fin d'après-midi, j'ai fait ce que je repoussais depuis des jours. Je suis entré dans le bureau minuscule et j'ai allumé la lampe articulée. J'ai replacé le calendrier d'août sur son clou. Les initiales m'ont semblé moins hostiles. Été, désormais, était un homme qui posait une caméra entre deux chaînes. Monsieur R, l'homme qui ouvre les textes comme on ouvre une fenêtre au bon moment. EM, une banquière qui protège sans s'offusquer. J'ai ouvert un cahier neuf. Je l'ai intitulé, d'une écriture droite, « Tenue ». Pas guerre, pas bataille, seulement tenue. J'y ai recopié par date tout ce qui s'était engrené depuis la clé trouvée,
pour que rien ne se défasse s'il fallait un jour expliquer à quelqu'un d'autre que moi. Le soir venu, Émilie a frappé doucement. Elle a embrassé l'air avant de m'embrasser moi, comme on prend la température. Nous avons mangé des œufs, du pain, des tomates. Elle a parlé de son père avec un tact nouveau, celui des enfants qui deviennent des femmes. Elle m'a dit qu'elle avait regardé une vidéo où Jean, un peu plus fatigué qu'à l'accoutumée, lui explique qu'il aurait dû mieux parler, qu'il compte sur elle pour écouter sa mère quand le monde se mettra à pousser. Elle a souri tristement. « Tu vois, maman, il a enfin compris la différence entre aider et décider. » Je l'ai regardé comme on regarde une personne qu'on a aimée trop tôt pour la connaître. Je lui ai tendu la clé du cellier, sans théâtralité. « Ce n'est pas une clé pour toi, et je dis, c'est une clé pour que tu saches que je l'ai. » La nuit est tombée sur la Borie avec une douceur inhabituelle. Étienne a fait sa ronde, je l'ai vu traverser la cour comme une ombre utile. J'ai dormi sur place, pour la première fois, sur le lit de fer nu que j'avais tiré contre le mur. Avant d'éteindre, j'ai pensé à demain, à l'idée que tenir, ce n'est pas s'obséder, c'est régler la vie ordinaire pendant que les procédures avancent. Le vent a passé dans les feuilles. Les choses, enfin, commençaient à se tenir les unes les autres. La nuit a tenu parole, elle est venue sans bruit, s'est posée sur le pigeonnier, sur la chaîne du portail, sur le carreau fêlé de la cuisine. J'ai dormi d'un sommeil court, sans rêve, une main posée par habitude sur le sac où j'avais glissé le petit carnet tenu. Vers 3 heures, un bruit a traversé la maison, pas fort. Un souffle de métal, le soupir d'un maillon trop tendu. Je me suis redressée, j'ai retenu ma respiration. Rien. Juste après, un renard a crié au fond du champ. Le son a fait vibrer l'air comme une corde. À l'aube, Étienne a frappé 2 fois, son code discret pour ne pas me faire sursauter. Il avait son pas de côté, celui qui dit qu'il a vu quelque chose qu'il aurait préféré ne pas voir. « La chaîne !» a-t-il dit en me montrant sa main. Sur la paume, un minuscule copeau de métal brillait comme une écharde. Elle a été coupée puis remise, à un maillon près. Nous avons marché jusqu'au portail. Le soleil levait à peine des prismes dans l'herbe encore mouillée. La chaîne tenait, oui, mais la coupe était nette, recentrée maladroitement. Plus loin, sur le chemin, 2 bandes plus sombres striaient la poussière, parallèles comme un mensonge qui se veut droit. Des traces de pneus fraîches. Étienne s'est accroupi. « Même largeur que l'autre jour », a-t-il murmuré. Nous avons contourné le hangar. La citerne ouverte renvoyait un froid sale. Le bouchon pendait à son fil comme une faute qu'on n'a pas le courage d'assumer jusqu'au bout. La dalle claire portait une empreinte de semelle oblique, un demi-pas marqué dans le ciment poussiéreux, assez visible pour que quelqu'un plus tard puisse prétendre qu'il ne l'avait pas vue. J'ai gardé le silence. J'ai pensé à la caméra de chasse entre les 2 chaînes, à son petit œil patient. « On regarde ?» a fait Étienne. Nous avons extrait la carte mémoire avec des gestes de couturière, lents, précis, pour ne pas déchirer la toile d'un matin qui se tenait encore. Dans la cuisine, le vieux portable d'Étienne a avalé la carte avec docilité. Les images avaient la résolution granuleuse des preuves qui n'ont pas besoin d'être belles pour être utiles. Minuit 58, un halo blanc au bout du chemin, 2 phares. Une silhouette descend, grand buste, épaules serrées, se penche sur la chaîne, lève quelque chose qui renvoie un éclat trop franc pour être une pierre. Un autre corps reste derrière le volant. 1 minute plus tard, l'ombre coule entre les 2 chaînes, longe le hangar, disparaît côté citerne. 2 silhouettes remontent finalement dans la voiture. Le halo repart, avale le chemin, s'efface. À l'instant où le véhicule pivote, la caméra accroche la plaque, bave un peu, puis la donne lisible malgré l'ombre. Les mêmes lettres et chiffres que j'avais répétés en revenant du marché. J'ai senti, au milieu de la poitrine, non pas un soulagement, mais une pièce cliquer dans sa gorge. Ce numéro avait désormais un visage, celui d'un fait. Nous avons appelé la gendarmerie. Ils sont venus plus vite que je ne l'espérais. 2 uniformes, gestes calmes, paroles neutres. Ils ont photographié, posé des marqueurs, récupéré la carte mémoire sous-scellée, comme l'a dit le plus jeune, prudent de bien prononcer. Étienne a montré l'empreinte de semelle, la coupe sur la chaîne, la citerne pendante. J'ai fait un récit simple, le bruit dans la nuit, la caméra posée, le constat de la veille,
La sommation signifiait l'après-midi. Le brigadier a noté que la succession chronologique parlait pour nous. Avant de partir, ils ont dit qu'ils iraient prendre attache avec Luc et Gérard, que le parquet serait avisé. Je les ai regardés remonter le chemin. Le bruit discret de leur moteur avait plus d'effet en moi que beaucoup de phrases. J'ai appelé maître Dubreuil depuis la cour. Sa voix a eu un demi-sourire que je n'ai pas vu, mais que j'ai deviné parfait. Nous allons compléter notre dossier d'un procès-verbal de récupération d'images et d'un nouveau dépôt de plainte, cette fois pour dégradation et violation de domicile. J'ajoute à notre requête l'élément objectif de la plaque. Le mot objectif m'a fait du bien. Il me sortait des adjectifs que les autres tentaient de me coller sur la peau, susceptible, rigide, ingrate, pour me reconduire vers la seule qualité qui m'importait, tenir. Pendant que je parlais, Étienne avait remis à bonne distance la caméra de chasse sur une autre branche, plus haute, légèrement décalée. « On ne tend pas 2 fois la même ficelle », a-t-il dit sans détourner les yeux. J'ai hoché la tête. Émilie a appelé à ce moment-là. Je passe après le travail, maman. Sa voix avait le grain d'une taille adulte. Elle avait trouvé sa place, non pas entre moi et le monde, mais à côté de moi. Dans l'après-midi, un courrier recommandé est arrivé à l'étude. Maître Arnal me l'a lu au téléphone. Un confrère y écrivait pour Gérard et Luc, dans l'esprit d'une issue apaisée. Le vocabulaire était propre. Malentendu, volonté d'éviter l'escalade, proposition de partage équitable des loyers à venir du parc photovoltaïque, renonciation des uns et des autres à toute procédure préjudiciable. La phrase clef, déposée au milieu comme une pièce de sucre, disait « La famille n'a pas vocation à se déchirer en justice ». Je l'ai presque vu fondre dans sa tasse tiède. « Je vais répondre sobrement », m'a assuré maître Arnal. « Nous rappelons la clause d'agrément, la gérance suppléante, l'ordonnance à venir, l'existence d'une enquête, et nous indiquons que toute discussion se fera à l'étude, sur pièce, pas sur parole. » Je lui ai demandé d'ajouter que je n'étais pas fermé aux civilités, mais fermé à la confusion. Il a souri dans sa voix. Je trouverai la formule exacte. En fin de journée, Soleva Occitanie a appelé. Une femme au timbre clair, chef de projet, s'est présentée. Nous restons intéressés. Compte tenu du contexte, nous proposons un calendrier. Promesse de bail, signée sous séquestre dans 15 jours, si l'ordonnance est rendue. Dépôt d'un acompte chez votre notaire. Conditions suspensives, qualité de la gérance et absence de contestation sérieuse. Elle a ajouté, professionnelle mais presque chaleureuse, « Nous tenons à travailler proprement ». J'ai répondu que c'était aussi mon ambition. Je pensais la journée finie. Elle a encore soulevé un pli. Vers 19 heures, un message vocal de Gérard, voix douce qui se veut paternelle. Il parlait lentement pour installer un décor où il aurait l'air chez lui. « Hélène, on ne veut pas de guerre. Tu sais, les procédures, ça mange tout le monde. On s'est peut-être mal compris. On ne souhaite pas t'exclure. On se dit qu'on pourrait. » Il a laissé sa phrase en suspens, comme on tend une chaise. « Rappelle-moi. » Je n'ai pas rappelé. J'ai transféré le message à maître Dubreuil. Il m'a répondu par écrit. « Conservé. Utile pour la chronologie des tentatives d'influence. » La nuit est revenue. J'ai pris place sur la marche de la cuisine avec Émilie. Nous avons écouté les grillons. Elle m'a montré une capture d'écran d'une vidéo que Jean lui avait laissée. Il y disait, les yeux fatigués, « Aider n'est pas décider. Promets-moi de t'en souvenir quand la maison poussera sur ta mère. » Elle s'est tournée vers moi. « Je te promets d'aider. » Elle a posé sa main sur la mienne sans serrer. C'est étrange comme une promesse tenue ne fait pas de bruit. Nous avons fait un dernier tour. La chaîne du portail brillait d'un métal récemment recoupé, rabouté, comme une cicatrice fraîche. J'ai pensé aux phrases de leur avocat qui voulait apaiser. Apaiser quoi? Pas la chaîne, que j'avais renforcée, pas la citerne, que j'avais refermée, pas la dalle sur laquelle l'empreinte s'effaçait déjà sous nos pas. Ils voulaient apaiser le prix de leurs gestes. Je n'avais pas la mission d'adoucir leur compte. Avant de dormir, j'ai écrit dans Tenue, nuit du 14 au 15, caméra, plaque identifiée, gendarmerie, ajout référé, courrier confrère, proposition partage loyer, réponse Arnal, sur pièce, appel Soleva, calendrier séquestre. Cela prenait 1 page et demie en lettres serrées.
C'était ma musique désormais, une portée où chaque note était une heure, et chaque heure une preuve. En m'allongeant, j'ai pensé à l'idée de vengeance qu'on se raconte à voix basse pour supporter la fatigue. Ce n'était pas la mienne. La mienne avait l'allure d'un bureau, d'une salle d'attente qui sent la cire, d'une caméra posée entre deux chaînes, d'une chaîne réparée, d'une main courante, d'un numéro qui ne se conteste pas. La mienne n'explosait pas, elle s'empilait, patiente, jusqu'à ce que le poids fasse son travail. Alors, j'ai éteint, et le noir n'a plus été une cachette, seulement un tissu posé sur la journée pour que la forme prenne. Demain, on avancerait d'un pas, pas plus. C'est ainsi qu'on gagne. À la tenue. Le matin de l'audience, j'ai mis une veste sombre et mes chaussures les plus silencieuses. Émilie m'a embrassée sans faire de phrase. Dans le sac, j'avais glissé le constat de Meubesson, la main courante, la photo de la sommation signifiée, la réponse polissée du confrère et l'accusé de réception de Soleva Occitanie. Étienne, de son écriture roide, m'avait laissé une attestation courte. Date, heure, chaîne recoupée, citerne ouverte, caméra posée, que Maître Dubreuil avait fait relire pour y ôter toute graisse. Les preuves doivent tenir sur la langue sans s'y coller. Au tribunal judiciaire de Montauban, l'escalier de pierre avait la patience des lieux qui voient passer chaque jour des vies trop grandes pour leur marche. Dans la salle d'audience en référé, les bancs grinçaient légèrement. Personne ne s'excusait. Maître Dubreuil m'a trouvé d'un signe de la tête. « On reste sur notre ligne », a-t-il murmuré. À quelques rangs, Gérard et Luc chuchotaient avec leur avocat, une serviette criblée de marque-pages pastel devant lui. Je n'ai pas cherché leurs yeux. Je n'avais rien à leur remettre. Le juge des référés a pris place, visage calme de ceux qui ne portent pas les histoires chez eux. L'appel des causes a eu lieu, notre nom est venu. Si Laborie, Madame Marot, veuve du gérant, contre messieurs Gérard et Luc Marot. Maître Dubreuil a parlé le premier, sans emphase. Il a planté des dates comme des piquets. Décès, découverte de la SCI, constat de l'huissier, sommation, main courante, récupération d'images, immatriculation, courrier de Solva. Il a lu 3 phrases des statuts, celles qui font charpente, clause d'agrément, gérance suppléante, intérêt social. Puis il a dit ce que nous demandions, pas davantage. Gel de toute cession de parts, interdiction de tout acte de disposition sur les immeubles, interdiction d'approcher le site à moins de 200 mètres sous astreinte journalière, désignation de moi comme gérante suppléante à titre provisoire dans l'attente du fonds, à défaut, administrateur provisoire neutre. L'avocat d'en face a pris la parole avec la douceur prudente de ceux qui savent qu'un mot trop haut coûte. Il a invoqué la famille, la nécessaire concorde, l'indivision morale d'un patrimoine dont les frères auraient, selon lui, assumé la charge pendant des années. Il a parlé de malentendus, de crispation, a laissé flotter l'idée que Jean n'aurait peut-être pas été très clair avec son épouse, a déposé au passage une phrase sur la précipitation à filmer des images nocturnes qui m'a fait serrer les doigts sans que mon visage le dise. Il a terminé par l'offre revisitée du matin, partage équitable des loyers, renonciation réciproque à toute procédure, réunion familiale à l'étude. Les mots glissaient comme des pièces trop polies. Le juge a posé 2 questions, nettes. À nous. La clause de gérance suppléante est-elle écrite? Maître Dubreuil a tendu la page numérotée soulignée. Aux confrères, vos clients disposent-ils d'un titre quelconque, les autorisant à entrer, à ouvrir, à constater? Il a baissé la tête vers sa serviette et a répondu « non » d'une voix qui n'a pas cherché à mentir. Alors, le juge a dit qu'il allait statuer tout de suite par ordonnance sur le siège, phrase d'artisan plutôt que de grand prêtre. Nous nous sommes rassis. La minute a été courte comme une couture. La lecture a eu lieu dans un silence qui m'a semblé neuf, considérant l'urgence et l'évidence du trouble manifestement illicite. Les mots déroulaient leur corde simple. Ordonne le gel de toute cession de parts de la SCI Laborie, interdit à messieurs Gérard et Luc Marot de procéder à tout acte de disposition sur les immeubles dépendants de la dite SCI, leur fait interdiction d'approcher la propriété désignée Laborie des Chênes, à moins de 200 mètres, sous astreinte de 500 € par jour et par infraction constatée. Dit que Madame Hélène Marot est, à titre provisoire et eu égard au statut,
gérante suppléante habilitée à accomplir les actes nécessaires à la conservation des intérêts sociaux, renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond, ordonne l'exécution provisoire, dit que la présente sera notifiée par huissier. J'ai noté le montant de l'astreinte comme on note la température d'une fièvre qui retombe. À la sortie, l'air avait une odeur de poussière mouillée. Maître Dubreuil m'a serré la main brièvement. On tient l'essentiel. Pas un triomphe, une charpente. Il est reparti pour une autre audience. Sur les marches, Gérard m'a abordé d'un pas flottant. « Tu vas trop loin », a-t-il soufflé. Sa voix, pour la première fois, n'avait pas de public à nourrir. Je n'ai pas répondu. Luc, à côté, regardait la rue au-delà de nous, comme si la ville avait changé de trottoir. J'ai descendu les marches une à une, sans me retourner. Les ordonnances n'ont pas besoin qu'on les défende sur le parvis. À l'étude, Maître Arnal avait déjà reçu par voie électronique la minute. Il l'a imprimée, a demandé à son clerc de préparer les notifications. Nous allons signifier l'ordonnance et l'afficher au portail de la propriété, a-t-il précisé. Et nous ouvrons maintenant l'enveloppe scellée de votre mari, si vous êtes d'accord. La mesure de référé est rendue, le moment est venu. La pièce a semblé respirer. L'enveloppe était lourde d'un poids de papier et de temps. Il a tranché le bord avec un coupe-papier hérité de son père, je l'imagine. Un objet qui en a vu d'autres. Il a sorti un testament authentique, reçu à l'étude, daté de 2 ans. Les mots avaient cette sobriété qu'on prête aux pierres. Jean y léguait ses parts de la SCI à mon profit, sous réserve de l'agrément statutaire, et attribuait au notaire la mission de solliciter cet agrément conformément au statut. Un mandat à effet posthume y était joint, me désignant comme mandataire de gestion pour 24 mois au bénéfice de la succession, afin d'assurer la continuité de la gérance, la préservation des biens et la finalisation du projet de bail dans l'intérêt de la veuve et de l'héritière. J'ai senti un déplacement en moi, pas une victoire, une mise à niveau. Ce que je portais à bout de bras depuis des semaines se posait enfin sur une table. « Votre mari a fait ce qu'il fallait », a dit doucement le notaire. À sa manière. Nous avons dressé procès-verbal d'ouverture, annexé les pièces, pris copie exécutoire. Maître Arnal a téléphoné à Soleva Occitanie, ordonnance rendue, gérance suppléante confirmée, testament et mandat à effet posthume ouvert. La chef de projet a proposé qu'on fixe la signature de la promesse de bail sous séquestre à la fin de la semaine suivante, sous réserve de la notification complète de l'ordonnance. Un calendrier s'est dessiné, lisse et tenable. Le notaire m'a demandé si je souhaitais qu'il convoque Gérard et Luc pour la formalisation de l'agrément. Nous appliquerons la clause des statuts. En cas de refus abusif, le juge tranchera. J'ai répondu oui. Les textes étaient de mon côté. Je n'avais pas besoin de gestes. Au sortir de l'étude, l'air avait changé de poids autour de moi. Je suis passé par la place nationale, j'ai acheté 2 abricots. Le jus a coulé sur mes doigts, je me suis lavé les mains à la fontaine, sans hâte. J'ai pensé à Jean, aux soins probablement douloureux avec lequel il avait calé chaque pièce de ce dispositif, testament, mandat, scellé, pour m'éviter les chutes trop dures. J'ai pensé à Gérard, à Luc, à cette manière qu'ils ont de prononcer le mot « famille », comme on agite un trousseau dont on ne possède pas les clés. De retour à la Borie, j'ai trouvé épinglée sur la porte la copie de l'ordonnance plastifiée par l'étude. Étienne devait être passé. La chaîne brillait, intacte. Le pigeonnier jetait son ombre à la même place. Je me suis assise sur la marche et j'ai appelé Émilie. « C'est fait », ai-je dit. Elle n'a pas demandé quoi. Elle a compris. « Tu rentres ?» J'ai répondu « Oui, mais un peu plus tard. » Je voulais garder quelques minutes pour apprendre par cœur la cadence d'une vie qui se remet, pas d'un coup, mais par rhumbes, comme un bateau qui ne force pas le vent. Le soir, Maître Dubreuil m'a transmis par mail la copie de l'ordonnance avec l'avis d'exécution provisoire. Il ajoutait « Demain, j'adresse au parquet le complément de plainte avec les images et je sollicite des investigations sur la plaque. Nous restons factuels. » J'ai répondu merci. Je n'utilise pas souvent ce mot depuis que Jean est mort, il trouvait rarement sa place. Ce soir-là, il l'a trouvé. Avant de me coucher, j'ai écrit dans tenue. Audience référée, ordonnance, gel, interdiction astreinte, gérance suppléante, exécution provisoire,
Ouverture scellée chez Arnal. Testament authentique plus mandat à effet posthume. Solva, calendrier promesse sous séquestre. Notification en cours. Convocation prochaine pour agrément statutaire. Les lignes prenaient moins de place qu'hier, mais elles pesaient davantage. J'ai laissé le carnet ouvert. Par la fenêtre, la nuit venait comme le coton qu'on pose sur une plaie pour qu'elle prenne sans s'infecter. Je n'ai pas prié. J'ai remercié en silence la patience. Le reste viendrait par la même porte. Pas de bruit, juste la tenue. 3 jours ont passé comme passent les jours utiles, sans relief apparent, avec ces angles qu'on polit à force de gestes exacts. Le matin du 4e, maître Dubreuil m'a appelé tôt. Sa voix avait la consistance d'un papier déjà signé. Le rapport graphologique est arrivé, Madame Marot. J'ai senti le téléphone peser un peu plus dans ma main. L'experte conclut à une imitation de la signature de Jean sur un procès-verbal d'Assemblée générale daté d'il y a 2 ans, que vos beaux-frères ont versé hier soir à la procédure par l'entremise de leur conseil. Encre récente, pression incohérente, ductus qui ne correspond pas, et surtout, il a marqué une pause qui m'a laissé le temps de fermer les yeux. Surtout une rupture dans l'habitude du tracé des boucles, caractéristique chez votre mari. L'experte parle de faux manifeste. Je n'ai pas dit merci. Je me suis assise sur la chaise de cuisine et la chaise a cessé de bouger. On fait quoi? Ai-je simplement demandé. On fait ce qu'on a commencé, a répondu l'avocat. Je dépose dans l'heure une plainte pénale distincte pour faux et usage de faux. J'adresse le rapport au parquet et je sollicite des investigations rapides sur l'origine matérielle du document. Son timbre s'est adouci d'une façon qui n'était pas de la compassion, mais de la précision. Attendez-vous à une perquisition. Elle a eu lieu le lendemain matin, plus tôt que je ne l'aurais cru possible. Étienne m'a prévenu à 7 heures. 2 véhicules banalisés, Madame Marot, tout à l'heure, devant chez Luc. À 9 heures, la gendarmerie m'a appelé pour m'informer, sans commentaire, qu'une perquisition était en cours au domicile et dans le bureau de Luc, sur commission du parquet, dans le cadre de la plainte pour faux. Je suis resté immobile, le téléphone contre la joue, jusqu'à entendre le clic de fin d'appel. Le silence qui a suivi n'était pas un triomphe. C'était un plancher qui cesse de grincer. En fin de matinée, le brigadier m'a rappelé. Sa voix avait perdu l'arrondi des politesses. Nous avons saisi une imprimante et un ordinateur. D'emblée, il apparaît que le modèle d'imprimante correspond aux stries relevées sur le papier versé au dossier et qu'un fichier AGSCI labori final.dodox figure dans les récents datés d'avant-hier soir. Il a toussé, gêné par l'exactitude de ce qu'il disait. Nous poursuivons les vérifications. Il a ajouté plus bas, et nous avons pris des photographies de la corbeille où se trouvait un essai de signature. Nous verrons ce qu'en dira l'experte si le parquet ordonne une contre-analyse. Je me suis levée et j'ai ouvert la fenêtre. L'air avait une odeur de linge. J'ai pensé à Gérard, à sa manière de ne jamais se salir les mains, à Luc, à ses mâchoires serrées, à la nuit où la plaque du pic avait engagé sa propre vérité. Je n'ai pas éprouvé de joie. J'ai seulement senti mon dos se reposer contre quelque chose de tenu. L'idée que le monde, parfois, accepte de rattraper ses mots. À l'étude, maître Arnal m'attendait avec une enveloppe claire. Convocation envoyée à vos beaux-frères pour l'agrément des parts, conformément au statut. Sa voix pesait chaque syllabe. Ils viendront avec leurs conseils. Comme d'habitude, nous resterons sur pièce. Il m'a fait relire l'ordre du jour. Prise d'acte de l'ordonnance de référé, rappel de la clause d'agrément, examen des dispositions du testament et du mandat à effet posthume, enregistrement de ma qualité de gérante suppléante provisoire, question de la promesse de bail sous séquestre. Soleva confirme vendredi prochain, 11 heures, si tout est en place, a-t-il ajouté. Je l'ai entendu dire « si », sans crisper. Le conditionnel est une décence. L'après-midi, j'ai reçu un message d'Élodie. Je garde le verrouillage côté banque. Courage. Un cœur discret qu'elle ne met jamais. Les gens qui vous aident ont parfois l'élégance d'oublier qu'ils pourraient en faire un métier. Je lui ai répondu par une ligne « Merci, je vous informerai après l'agrément ». Elle a renvoyé un pouce levé qui m'a presque fait rire. Le soir, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. La voix de Gérard étouffée sans théâtre. « Hélène, on peut parler ?» Je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit oui. Je me suis tue.
Il a meublé ce papier-là, c'est Luc. Il a voulu arranger. Je te jure que je ne savais pas. On peut trouver une sortie. Il a prononcé le mot sortie, comme on parle d'un chemin de service discret et utile. Pas au téléphone, Gérard, ai-je dit. À l'étude, avec les pièces. Il a soufflé, a voulu que je croie qu'il s'agissait de protéger la famille d'un scandale. J'ai laissé sa phrase mourir. À l'étude, ai-je répété. Puis j'ai raccroché. J'ai transféré l'enregistrement à Maître Dubreuil. Conservé, a-t-il répondu dans la minute. Le droit, parfois, procède par deux verbes. Constater, conserver. Les jours suivants, la mécanique a continué son office. Le parquet a notifié l'ouverture d'une enquête pénale pour faux et usage de faux. La gendarmerie a entendu Luc. On m'a dit qu'il avait nié d'abord, puis glissé sur des peut-être, des j'ai aidé à mettre en forme, des Gérard n'était pas au courant, vieux jeu de cartes où l'on essaye toujours de retourner la dernière pour qu'elle efface les précédentes. Je n'ai pas commenté. J'ai noté l'heure sur tenue. J'ai bu un verre d'eau. On apprend à laisser la gravité faire son métier sur les objets qu'on lui confie. Le jour de la convocation à l'étude, j'ai remis ma veste sombre. Les frères étaient là, en retard d'1 minute, assez pour signaler une contrariété. Le confrère qui les accompagnait avait remplacé ses marque-pages pastel par des onglets blancs, signe de sobriété forcée. Nous nous sommes assis. La salle était la même qu'au premier jour. Elle n'avait pas changé de lumière. Maître Arnal a énoncé l'ordre du jour. Il a rappelé l'ordonnance, la gérance suppléante, le testament, le mandat à effet posthume. Puis il a ouvert la question de l'agrément. Au terme des statuts, la cession des parts au profit de Madame Marot est subordonnée à l'agrément. À défaut d'agrément non abusif, il pourra être saisi le juge du fond. Les phrases ont pris place sur la table comme des quilles qu'on aligne avant de jouer. Le confrère a demandé la parole. Il a reconnu, d'une voix tendue, que compte tenu des éléments récents, il n'apparaît pas opportun d'opposer un refus d'agrément à ce stade. C'était une manière de dire « nous ne pouvons plus ». Gérard a gratté la table du bout de l'ongle, Luc regardait par la fenêtre un pigeon qui s'obstinait à boiter. L'agrément a été donné inscrit au procès-verbal avec mention de la réserve classique, sous réserve de toute décision au fond, formule pour sauver les visages. Je n'ai pas souri, j'ai signé. Ma main n'a pas tremblé. Nous avons ensuite évoqué la promesse de bail sous séquestre. Solva, jointe en visioconférence, a confirmé l'échéance. Vendredi 11h, chez Maître Arnal. Conditions suspensives, maintien de la gérance, absence de contestation sérieuse, levée des notifications, acompte déposé au séquestre à la signature. La voix de la chef de projet avait ce grain décidément net qui fait du bien au milieu des phrases floues. J'ai hoché la tête. Étienne, invité à attester de la topographie, a indiqué de sa voix d'arbre les accès, les vents, la ligne de crête, les ombres à 17h. Le réel, ici, tenait dans la main. À la sortie, Gérard m'a suivi jusqu'au seuil. « Je ne te pardonnerai pas de nous avoir mis la gendarmerie sur le dos », a-t-il lâché, bas, pour que la phrase soit à nous deux. Je l'ai regardé. « Je n'ai rien mis sur ton dos qui n'y était déjà. J'ai seulement posé une lampe. » Il a voulu répondre. Il a renoncé. Il a rejoint Luc, qui fixait ses chaussures comme si elles lui appartenaient pour la première fois. Le soir, j'ai regagné la Borie. Étienne avait arrosé le pied des chênes. La chaîne du portail avait été remplacée par un modèle plus lourd, et le cadenas, plus massif, brillait d'un acier neuf. « Cadeau, Madame Marot », a-t-il dit en posant la facture pliée sur la table. Petite somme, mais il tenait à ce qu'elle figure sur un papier. « Les cadeaux qui n'ont pas de facture, c'est pour les gens qui se fâchent plus tard », a-t-il ajouté. Je lui ai serré longuement la main. Les hommes comme lui ne cherchent pas les phrases, ils tiennent les angles. J'ai dîné d'une omelette. J'ai regardé par la fenêtre. La lumière se couchait sur la dalle claire, exactement comme les jours précédents. J'ai ouvert tenue. J'ai écrit « Rapport graphologique, faux manifeste, plainte pénale, perquisition chez Luc, saisie imprimante, ordinateur, fichier récent, enquête pénale ouverte, convocation agrément, agrément donné, promesse sous séquestre confirmée, vendredi 11h, chaîne remplacée, facture Étienne. » J'ai posé le stylo. J'ai fermé le carnet. Le bruit de la couverture qui claque a été mon seul luxe. Dans le lit de fer, je n'ai pas dormi tout de suite.
Je pensais à la justice, à ce qu'on lui demande, à ce qu'elle peut. Je ne demandais pas qu'elle console. Je lui demandais qu'elle tienne. Qu'elle dise d'une voix égale que le faux n'est pas un arrangement, que l'ombre d'un pick-up ne justifie pas les empreintes, que les mots famille et équité ne lavent pas les mains. Demain, on signerait une promesse qui ressemblait à une respiration régulière, des loyers qui viendraient comme des pas sur un chemin, ni trop grand ni trop court. J'ai éteint. Un hibou a crié. La nuit avait l'odeur d'un linge enfin sec. J'ai pensé, sans m'y forcer, à Jean. Pas à ce qu'il m'avait caché, à ce qu'il m'avait laissé pour marcher. Une tenue. Et la simple permission de m'en servir. Le vendredi à 11h, l'étude d'Arnal avait cette clarté d'atelier où l'on répare les choses utiles. La chef de projet de Soleva était venue, tailleur sobre, regard franc, suivie d'un ingénieur à chemise pâle qui parlait avec ses mains, comme on trace des lignes dans l'air. Maître Arnal avait posé la promesse de bail sous séquestre au centre de la table, reliée d'un ruban neutre, pas de solennité excessive, mais assez pour rappeler qu'on n'aggrave pas une vie n'importe comment. J'ai relu, ligne par ligne, durée 30 ans, servitude d'accès et de maintenance, démontage et remise en état en fin de bail, loyer indexé, versé trimestriellement, consigné au séquestre le temps que toute condition soit levée, conditions suspensives claires, maintien de la gérance, absence de contestation sérieuse, notification achevée. Chaque phrase trouvait en moi le clou où se poser. Nous avons signé. L'ingénieur a commis une esquisse sur un calque. Rangée orientée, couloir technique, poste de livraison, emprise minimale sur les haies. Étienne, présent avec sa casquette à la main, a indiqué le sens du vent, le creux où l'eau stagne au printemps, la pierre plate où les lézards se tiennent. Sa voix ne prenait pas de place, elle donnait de la densité. Quand la chef de projet a demandé si un calendrier prévisionnel lui paraissait acceptable, il a répondu « Ici, on n'a pas peur du soleil, on a peur des promesses floues. Celles-là, ce matin, sont nettes. » Elle a souri. Je me suis tenue droite, pas plus haute qu'un autre, mais exactement à ma taille. À midi, l'acompte est tombé sur le compte de séquestre. Je n'ai pas ressenti le frisson qu'on prête parfois aux virements importants. J'ai éprouvé ce relâchement du dos qu'on ne sent que lorsque le sac cesse de scier l'épaule. Le notaire a tamponné, levé les yeux. Voilà, le temps désormais travaille pour vous. Il n'exagérait pas. Il ne promettait rien d'autre que la mécanique qu'on avait enclenchée. Des loyers réguliers demain, peut-être, une entreprise engagée proprement aujourd'hui, une maison tenue sans théâtre. L'après-midi s'est chargé des poussières qu'on balait après le gros œuvre. Le clerc a téléphoné pour confirmer la bonne réception des notifications de l'ordonnance par les frères. Maître Dubreuil m'a transmis l'accusé du parquet. L'enquête pour faux et usage de faux suivait son cours. Audition, scellé, comparaison. Le confrère des frères a laissé un message prudent. Mes clients s'engagent à respecter l'ordonnance. Nous restons disponibles pour discuter d'un protocole. Les phrases se posaient, lentes, sans plus de morsure. Le lendemain, à l'étude, nous avons signé ce protocole. 2 pages, pas plus. Les frères s'y engageaient à ne plus approcher le site, à renoncer à toute contestation sur la promesse de bail sous séquestre, à présenter des excuses écrites pour les intrusions et manœuvres, et à s'abstenir de tout commentaire public. En contrepartie, je renonçais aux demandes civiles additionnelles, hors ce que déciderait la justice pénale sur le faux, à condition qu'aucun nouvel incident n'intervienne. Une clause résolutoire pendait proprement à la fin comme un rappel silencieux. Gérard a signé sans me regarder. Luc a tenu le stylo un peu trop fort, comme si l'encre allait le trahir. Personne n'a levé la voix. Le protocole n'était pas une paix, seulement un couvercle bien ajusté. Quand je suis rentrée à la Borie, Étienne avait remplacé la chaîne par une autre, lourde, et accroché au portail une plaque discrète. Propriété privée, entrée interdite sauf autorisation de la gérance. L'expression gérance m'a paru d'abord trop grande pour moi, puis je l'ai trouvée à la bonne mesure. Émilie m'attendait sur la marche avec un sac de farine et un sourire de femme qui vient donner un coup de main, pas prendre la tête. Nous avons pétri un pain trop dense, bu un café amer et ri sans y mettre d'effort. L'air de la cour me semblait plus vaste, non parce qu'il avait changé, mais parce que je n'avais plus à lui ôter les ombres des autres.
Les jours suivants ont repris le rythme simple des tâches droites. J'ai descendu au village pour acheter de l'huile pour la vieille serrure du bureau. J'ai rempli les formulaires que la banque m'avait envoyés, mise à jour des pouvoirs, vérification d'identité, consigne de confidentialité. J'ai croisé sur la place 2 regards connus qui savaient tout sans savoir lire un dossier. Je n'ai pas expliqué. Expliquer, c'est souvent demander l'autorisation de continuer. Je n'avais plus besoin d'autorisation. À l'étude, Maître Arnal a enregistré l'agrément dans les formes, intégré le testament authentique et le mandat à effet posthume, et mis à jour les registres. Désormais, Madame Marot, vous ne tenez plus seulement la maison, vous tenez aussi la société. J'ai pensé à Jean, non au secret qu'il m'avait imposé, mais à ce qu'il avait laissé en ordre, un fil qu'on peut saisir sans se brûler. Voilà sa maladresse devenue un geste. Le soir, j'ai ouvert la fenêtre du bureau sur la cour. J'ai poussé la table contre la lumière et j'y ai posé un carnet plus grand que tenue, un carnet de travail, pas de procédure. Je l'ai intitulé « Atelier ». Sur la première page, j'ai écrit des choses sans valeur juridique. Installer un réservoir d'eau de pluie pour l'arrosage, remettre une tuile au pigeonnier, peindre la porte du cellier, apprendre à faire lever un pain qui ne soit pas lourd. Ce n'était pas de grands projets, c'était revenir à la vie par ses bords. Un soir, Élodie est passée, chemisier roulé sur les avant-bras. Elle venait d'un rendez-vous dans le coin. Elle a étudié, sur un coin de table, l'échéancier des loyers futurs, les projections. Rien de spectaculaire, m'a-t-elle dit, mais du solide. J'ai ri. Le spectaculaire m'a coûté trop cher. Elle a hoché la tête, a rangé ses papiers, m'a serré le bras. Vous n'avez pas seulement tenu, Madame Marot, vous avez réglé. Son mot ne parlait pas d'argent, mais de précision. Je l'ai remercié d'avoir, un matin, bloqué les curiosités au guichet. La gendarmerie m'a rappelé plus tard pour m'informer, sans détail, que l'enquête suivait son fil. Un juge serait saisi, le moment venu. Je n'ai pas demandé de date. Je n'ai pas cherché la punition comme on cherche un dessert. Je la laisse à ceux dont c'est le métier. À nous revenait la vertu lente de continuer. Je ne dirai pas que j'ai pardonné. Le pardon chez les gens de mon âge se confond souvent avec la fatigue, et je n'ai plus envie d'emprunter des mots pour masquer mes jambes. Je n'ai pas de haine non plus. La haine prend de la place, elle encombre les tables et casse les poignets. Je voulais de la place pour mes cahiers, tenus rangés dans le secrétaire, atelier ouvert près de la fenêtre, pour les outils d'Étienne et les omelettes d'Émilie. Je voulais l'air libre entre 2 chaînes et les journées qui ne se lèvent pas avec un numéro de plaque dans la bouche. Un dimanche, j'ai accroché au mur du bureau un cadre simple. Sous le verre, une copie de la première page de l'ordonnance en référé. Non pas pour me vanter, non pas pour m'en rassurer, pour me souvenir que la dignité a aussi une écriture. En bas, j'ai glissé la facture modeste de la chaîne neuve et à côté, la photo floue de la caméra de chasse. La justice et la prudence, côte à côte, 2 jambes qui m'ont porté jusqu'ici. La promesse de bail, sous séquestre, avançait. Dans 3 mois, si rien ne clochait, les premières sommes sortiraient du compte bloqué pour tomber sur un compte courant au nom de la SCI. Entre-temps, j'ai repris des habitudes qui n'ont pas besoin de signature. Marcher tôt, mettre de l'ordre dans une boîte à outils, donner à manger au chat errant qui s'est cru chez lui sans demander. Il s'appelle Hasard. Il n'obéit à personne, mais il revient. Parfois, je remonte les vidéos de Jean, pas toutes, 1 ou 2. Quand il cesse d'énumérer les clauses et qu'il parle du temps qu'il fait, du bruit des cigales au-dessus de la ligne de crête, de la façon dont sa main a appris la patience en frottant le laiton d'une poignée. Alors je lui dis, sans amertume, « Tu aurais pu dire plus tôt. » Et je me réponds à moi-même qu'il me reste des années pour faire mieux avec Émilie, pour dire à temps ce qui doit être dit, pour transmettre sans avoir peur d'être délogé par l'ombre de quelqu'un. Le soir, l'atelier sous le pigeonnier accueille une table, une lampe, des carnets et une cafetière qui claquent trop tôt. Je m'y assois. J'écris. Je n'écris pas des lettres à la justice, plus maintenant. J'écris des listes de gestes, couper droit, visser sans forcer, relire avant de signer, vérifier la chaîne, remercier quand c'est utile, dire non sans hausser la voix. Je découvre qu'on peut habiter une vie entière dans ces 10 verbes-là. Et puis, il y a des jours où je parle,
pour celles et ceux qui ont appris à se taire trop longtemps. Alors j'ouvre la fenêtre et je dis, sans faire de phrases qui s'écoutent, « Tenez vos papiers, pas vos souffles. Gardez les clés que l'on vous met en main. Ne les remettez pas contre des promesses à l'odeur de sucre. Demandez des dates et des heures, parce que la dignité sait lire un calendrier. Ne laissez pas les mots « famille »,« équité »,« paix » vous être jetés comme des nappes sur des tables bancales. N'ayez pas peur d'être exact, c'est une douceur. N'ayez pas honte de dire non, c'est un oui à ce qui vous appartient. Apprenez ce que veut dire séquestre, agrément, astreinte, non pour parler comme eux, mais pour marcher sans trébucher, et, surtout, ne vous excusez pas d'être la gérante de votre propre maison. Ce que j'appelle vengeance n'a pas d'éclat. Elle ne renverse personne. Elle pose des pierres, aligne des phrases, tend des chaînes, signe des pages, tourne la clé et laisse entrer la lumière sur des secrets usés. Elle s'appelle tenue, et elle connaît le chemin jusqu'à la paix, qui ne demande rien à personne.